Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode sur Dental Talk spécial édition. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir parmi nous la pionnière en implantologie au Maroc, docteur Shafera Khaderi. Alors, docteur Shafera, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Merci pour l'invitation. et on commence toujours par une première question. Avez-vous choisi la dentisterie par choix ou par pur hasard? Ah, question un peu, piège, je dirais. En réalité, moi, je voulais faire médecine et à l'époque, bon, j'ai été formée en France et donc on a une espèce de concours et je crois que c'était les 100 premiers qui étaient pris, en médecine et ceux qui venaient après étaient pris en dentaire. Ok, Moi, en fait, j'avais un bac littéraire déjà pour commencer. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés la première année de médecine, j'ai dû redoubler et la deuxième année, j'ai eu dentaire. ok. Et je me suis dit: «Bon, ben, je vais faire dentaire». La première année dentaire, la vérité, j'étais très étonnée parce que autant la première année de médecine, on fait les organes, on fait les muscles, on fait tout ça, la biochimie, tout ça. Donc c'était hyper intéressant. Autant en dentaire, la deuxième année, je sais pas si c'est la même chose, ici, mais à l'époque, on nous donnait des blocs de cire et on devait tailler des dents. Alors là, ça a été cauchemardesque pour moi C'est parce que pareil. je me suis dit: «C'est pas possible». Je tout ça pour ça? C'est vraiment, je me voyais mal, vraiment, je me voyais mal et je me rappelle m'être inscrite à la faculté pas de sciences, mais de psychologie, enfin de sociologie, ou je sais pas comment ils appelaient ça à l'époque, pour faire de la psychologie et j'ai fait en parallèle les 2 années. D'accord. Deuxième année dentaire et première année de psychologie et puis à la fin, tout le monde m'a dit: «Mais non, c'est mieux, ça va pas servir au Maroc et c'est un métier pour femmes, la dentisterie». Donc je peux dire qu'au début, c'était peut-être pas vraiment par choix. Par contre, ce qui moi, c'est qu'à partir de la quatrième année dentaire que je me suis vraiment intéressée à mon métier. Parce que en fait, je suis quelqu'un d'assez manuel, mais j'aime bien la partie réparatrice, la partie chirurgicale. Tout ça, c'est des choses qui m'ont très vite attirée dans la dentisterie et qui m'ont permis de faire ce que j'ai toujours voulu faire déjà gamine. Je voulais être chirurgienne. Je sais pas d'où ça venait, peut-être que j'ai vu un film, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était ça que j'avais envie de faire et j'ai remarqué que dans notre profession, on avait quand même une branche qui nous permettait de faire ça et c'est comme ça que je me suis intéressée à la parodontologie. Odontologie, Ouais, d'accord. tout à fait. Et docteur Chavera, est-ce que c'est possible de nous présenter brièvement votre parcours? Alors moi, j'ai un parcours assez, je dirais un peu atypique. J'ai fait mes études dentaires en France. Après, j'ai voulu faire de l'enseignement, donc j'ai fait, de la recherche, pendant 3 ans dans un laboratoire. J'ai fait une thèse de troisième cycle, en biochimie. J'ai passé aussi le CES, à l'époque de paro parce que c'est comme ça qu'on faisait. Mais ce qui m'a manqué dans ce CES, c'est que, moi, je voulais vraiment faire de la clinique, en fait. Je voulais opérer de mes mains, je voulais voir des résultats, je voulais, voilà, avoir la sensation d'aider les autres, de vraiment d'avoir des changements dans la bouche des gens et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller aux États-Unis. J'ai fait un postgraduate, à Columbia, à New York. Ça a duré 2 ans et à la même époque, c'était vraiment les balbutiements de l'implantologie. Donc, j'ai été formée à l'implantologie. Le premier système à l'époque, qui existait, peut-être même le seul système, c'était le système Branmark. Danemark. Donc j'ai été formée, dans ça et comme, tout de suite après avoir fini donc mes études aux États-Unis, je suis rentrée, au Maroc et à l'époque, quand on nous enseignait l'implantologie, il fallait faire déjà un premier certificat de base que j'avais fait aux États-Unis, mais après il fallait aller, à Göteborg, pour aller faire les autres certificats, donc j'ai fait ça. Le premier certificat groupe 1, le deuxième certificat où c'était un peu plus avancé jusqu'au troisième où vous allez aux élévations de sinus, Les chirurgiens un peu au plus lourds. déplacement du nerf mentonnier et cetera. Donc voilà, j'ai fait tout ça et je suis rentrée donc au Maroc en 86. J'ai démarré mon cabinet en 88. J'ai fait une petite, tentative à la fac, mais franchement, c'était pas pour moi. Moi, je suis plutôt j'aime bien travailler de mes mains et à l'époque, on n'avait pas le droit de faire les 2. Pas comme aujourd'hui où un enseignant Si vous êtes peut, attaché à aussi la faire de la fac, clinique. À l'époque, on n'avait pas le droit. C'est soit on choisissait la fac et on faisait que ça, soit on était dans le privé. Donc du coup, j'ai choisi le privé et je regrette pas du tout aujourd'hui.
ça m'a pas empêché d'être quand même parmi les fondateurs de pas mal d'associations dentaires. À l'époque, on n'avait rien. Donc on a commencé par créer la Société marocaine d'odontologie qui regroupait toutes les spécialités. Ensuite, la Société marocaine, d'implantologie et de parodontologie avec, quand même pas mal de pionniers de l'époque, professeur Hemich, professeur Larossi et cetera. Donc on était assez nombreux, des personnes de bonne volonté parce qu'on voulait vraiment faire évoluer la profession et c'était quand même une période très, très riche parce que pendant 10 ans, on a organisé des congrès internationaux vraiment au Maroc, donc qui ont eu beaucoup de succès. Ça faisait venir beaucoup de monde, de pas mal, et moi, bon, j'étais à la fois je participais à toutes ces sociétés, mais j'étais aussi, conférencière, j'étais aussi, enseignante entre parenthèses parce qu'on avait aussi créé de la formation continue grâce à la Société marocaine de Paro. On avait tout un programme, de formation continue qu'on proposait aux dentistes. Donc voilà. Après, au bout de, je dirais 5 ans, 6 ans d'exercice, j'avais beaucoup de difficultés à m'approvisionner en implants parce qu'il y avait aucun fournisseur qui voulait s'occuper de ça. Il y avait très peu de gens qui faisaient de l'implantologie D'accord. et à ce titre-là, j'étais quand même, la je dirais la pionnière parce qu'il fallait non seulement, que je m'approvisionne, décidément le mot ne veut pas sortir, mais aussi que je puisse former les gens autour de moi. OK. Et là, je me suis lancée quand même dans de la formation, je dirais privée, même, publique j'ai aussi, fait venir toute une équipe de l'équipe de Brandmark pour faire l'enseignement de Au Maroc. l'implantologie au Maroc, à la faculté de médecine dentaire de Casa. Et donc, on a formé les confrères en chirurgie, on a formé les confrères en prothèse. J'ai formé aussi, j'ai participé à la formation de prothésistes dentaires. On a formé une vingtaine de prothésistes dentaires. Il y en a plein qui me connaissent aujourd'hui, comme je suis une petite vieille, et voilà, ils savent qui je suis. Donc vraiment, il y avait une très, très belle dynamique, la vérité. On a quand même, créé pas mal de choses parce qu'on est parti de rien. Il y avait vraiment rien. Voilà, et je pense que après ça, j'ai eu un moment où je pense que j'étais plus nourrie par tout ça et quand ça arrive, ben, voilà, il faut savoir s'arrêter. Donc je me suis dit: «En fait, heu, peut-être aussi qu'on a tendance, surtout quand on est jeune, à attendre une reconnaissance, à attendre, quelque chose de la part des autres». On ne sait pas qu'en fait la reconnaissance, elle vient de soi. Exact. Mais à ce moment-là, on le sait pas et donc j'étais peut-être un peu déçue parce que j'ai non seulement pas eu de reconnaissance, mais j'ai eu des choses juste invraisemblables. Comme je vous disais, ça sera l'objet d'un livre parce que j'étais tellement étonnée par cette agressivité, qui m'entourait et c'était quelque chose d'incroyable mais c'était une très, très belle leçon. Une leçon pas tellement sur la profession, mais sur, en fait, l'être humain en réalité. Et ça, je trouve que, ben, voilà, quand vous apprenez quelque chose sur les autres, vous apprenez quelque chose sur vous-même et donc là, vous pouvez avancer et du coup, j'ai plus envie. Du jour au lendemain, j'ai dit: «Ben, voilà, je participe plus à rien. Je veux plus faire de conférences, je veux plus faire d'enseignement, je veux plus former personne» et cetera. Parce que nous, les formations, on faisait quand même des vraies forma pour l'époque, c'était très avancé. Moi, je faisais des chirurgies en direct, je faisais des travaux pratiques sur tête de mouton, c'était et puis en plus, j'accompagnais les confrères dans leur cabinet. C'est-à-dire, ça partait de la lecture parce que même pour le scanner dentaire, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai été aussi la pionnière à former les radiologues. Le premier qui avait commencé, c'était Benanis Meres, maintenant il est à la retraite, mais c'est avec lui que j'avais commencé parce que ça aussi, il nous fallait quelqu'un qui nous fasse le scanner dentaire et Exact. les radiologues ne voulaient pas s'équiper. Ils disaient: «Mais c'est trop cher, personne n'en fait, pourquoi voulez-vous que nous, on aille investir dans tout ça?» Et finalement, Benalis Meres a dit oui, à condition qu'après, ben, voilà, vous formez des dentistes, que la fac d'ailleurs, il a fait aussi des conférences à la fac, et cetera et donc comme je disais, est arrivé un moment où je me suis dit: «Bon, ben, voilà, je veux plus faire ça. Je veux plus faire ça» et c'était aussi une époque aussi de remise en question pour moi et du coup, j'ai complètement bifurqué. Parce que d'abord, parce que je suis quelqu'un
voilà, je sais pas comment me nommer, mais je suis quelqu'un de très curieux sur tout. Et là, j'étais quand même curieuse déjà de la réaction des gens, je comprenais pas. Je me disais: «Forcément, il y a quelque chose chez moi qui doit attirer ça. Donc si j'attire ça, c'est qu'il y a quelque chose aussi que je dois aller voir en moi». Et du coup, je suis allée sur plein de formations. Je dirais que celle qui m'a le plus ouvert les yeux, ça a été une formation que j'ai fait avec Tony Robbins, qui est quand même un grand pionnier, du coaching, et de la connaissance de soi. C'est une formation qui dure 1 an parce qu'elle est sur plusieurs semaines, sur l'année. Et là, j'ai vraiment, vraiment pour moi, c'est comme si j'avais reçu une gifle. Parce qu'en fait, pour résumer un peu la formation de Tony Robbins, il vous dit, en fait, ce que vous voyez à l'extérieur de vous, votre réalité, elle correspond à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors ça, c'est une phrase vraiment qu'il faut cogiter. Parce que moi, j'ai mis des années à comprendre cette phrase. J'ai dit: «Mais comment ça? Ma réalité correspond à ce qui se passe à l'intérieur de moi». Mais en réalité, c'est vrai. Parce que quand vous êtes hyper tendu, hyper crispé, et ben, vous l'avez déjà remarqué vous n'avez pas besoin de Tony Robbins pour ça, tout se crispe autour de vous. Le jour où vous vous réveillez du pied gauche, et ben, c'est ce jour-là que la voiture va tomber en panne, que l'assistante ne va pas venir, qu'il y a une panne Ça d'électricité. rejoint la loi d'attraction. Oui, ça rejoint tout ça, que c'est tout ce qui est énergétique et cetera. Donc lui, ça a été le premier qui m'a un peu ouvert les yeux sur ça. Et à partir de là, beh, j'ai enchaîné plein de formations, mais de tout. J'ai fait de l'hypnose, je suis hypnothérapeute, j'ai fait, de l'énergétique, j'ai fait enfin tout ce que vous pouvez nommer, je l'ai fait. Je sais pas exactement, mais ça a bien duré 10 ans et ça m'a beaucoup apporté, la vérité. Ça m'a donné beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup d'acceptation de soi parce que le plus difficile, c'est ça, en fait. On s'accepte pas parce qu'on attend l'acceptation d'abord des autres pour Attends la qu'ensuite reconnaissance des s'accepter. autres, exactement. Et moi, je me suis vécue parce que j'étais justement je sortais un peu du lot, mais pas parce que j'étais plus compétente. C'est peut-être les gens qui l'interprétaient comme ça. Moi, je l'interprétais même pas comme ça. J'étais même pas consciente de ma compétence. Pour tout vous dire, j'étais même pas consciente de ma compétence. C'est-à-dire même quand je faisais des congrès, que j'étais félicitée, juste une anecdote, par exemple, je faisais pas de prothèse sur implant. Pourquoi? Parce que j'ai été formée aux États-Unis, j'étais très orthodoxe dans ma façon de travailler. Il faut former les dentistes. Moi, je fais que la partie chirurgicale, ils font la Il y prothèse, a et cetera. Et puis jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'en fait, beh, c'était pas possible. Je ne pouvais pas faire évoluer les mentalités plus rapidement qu'elles ne le peuvent. Voilà, donc il faut accepter les choses. Et donc je me suis mise à la prothèse, mais mon premier cas de prothèse, sur implant, alors que ça faisait déjà 10 ans que je formais les dentistes, que j'ai assisté à je sais pas combien de colloques, de formations et cetera, et même les prothésistes qui me connaissaient tous, ils étaient tous là en train de me dire: «Mais juste prends ton empreinte, où est ton problème?» Et ben, j'ai eu beaucoup de mal à faire ce premier cas et quand je l'ai fait, tout le monde me dit: «C'est une réussite». Il y avait même un des enseignants de l'époque qui faisait le cours sur Brandmark qui m'a dit: «Tu sais que ton cas, je le montre à tous les congrès». Je et ben, malgré ça, j'arrivais pas à croire. Pourquoi? Parce qu'on est jeune, on n'a pas confiance en soi. On n'est pas validé par l'extérieur. Mais nous, on pense pas qu'on n'est pas validé par l'extérieur, voilà, parce qu'on dérange. On pense qu'on n'est pas validé parce qu'on ne vaut pas. On ne vaut pas ça. Vous voyez? plus tu deviens excellent, plus tu as d'ennemis, plus tu as Oui, c'est normal, c'est normal. c'est un peu Ouais, ça. Mais quand on est jeune, on le prend pas comme ça. On n'arrive pas à exactement, le par prendre comme manque ça. d'expérience. Par manque d'expérience, voilà, et de maturité, je dirais aussi. Exactement. Alors on va passer au vif du sujet, le sujet principal de ce podcast, celui du burn-out. Pour Oui. vous, si vous avez à définir un burn-out, comment vous le définissez? Alors, en un seul mot, je dirais que le burn-out, c'est quand vous vous écoutez plus. C'est tout simplement ça. Et quand vous vous écoutez plus, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous ne posez plus vos limites. D'abord, vous ne savez même pas où elles sont. Vous êtes très exigeant avec vous-même.
et surtout vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre corps, vous n'écoutez pas votre tête, vous continuez à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous continuez à fréquenter des gens que vous n'avez plus envie de fréquenter, vous continuez, à exercer votre métier, d'une certaine manière. Mais le burn-out, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est un mal de la profession. Moi, ça, je ne le savais pas. Honnêtement, je ne le savais pas. Moi, j'ai frôlé un burn-out. Je dis frôler parce qu'en fait, j'ai fait un burn-out. Mais comme j'ai un tempérament assez fort, une assez forte personnalité et je suis assez résiliente, je ne l'ai pas vraiment réalisé. Et mieux que ça, moi, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé qu'en fait, j'avais plus envie de faire tout ce que je faisais. Je voulais plus aller au cabinet, je voulais plus traiter les gens. J'en avais marre des gens, j'en avais marre de leurs histoires, j'en avais marre qu'ils étaient jamais contents, j'en avais marre des assistantes, j'en avais marre des secrétaires. Voilà, j'étais arrivée à c'est un ras-le-bol général. Sauf que moi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit: «Bon, ben, il y a quelque chose qui va pas là, hein. C'est pas possible. Tu peux pas en avoir marre de tout le monde. Tu n'es pas la seule à avoir raison et tout le monde a tort. Donc il y a quelque chose qui va pas chez toi. Donc tu dois aller consulter». Donc la première chose que je me suis dit: «Je vais aller voir une psy». Je vais voir une psy qui était encore plus folle que moi. Maintenant, je sais qu'il y a des psys qui peuvent être folles ou fous. Et donc du coup, elle a été complètement dans mon sens. Elle a même pas réalisé que j'étais dans un burn-out. Elle a pas fait le diagnostic et donc bah, je suis allée sur un autre projet et c'est ça le danger du burn-out. C'est que vous faites des choses et qui n'ont aucun sens, ni pour votre entourage et personne ne peut vous arrêter, hein, quand vous êtes dans cet état-là. Moi, ça, je peux vous le dire, mais le problème, c'est que ça crée beaucoup de dégâts autour de vous et je n'ai réalisé, je me suis réveillée de ça que peut-être 2 ans après. Mais malheureusement, les dégâts sont déjà là et à ce moment-là, quand je suis sortie et que j'ai pris conscience, j'ai dit: «Mais c'est pas possible». C'est là où j'ai commencé à me former, à faire tout ce que j'ai fait tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure et là, je me suis dit, au début, je savais pas trop, je me suis dit: «Quand même», c'est-à-dire quand le covid est arrivé, à la même époque, une année avant, 2 ans avant, j'ai des confrères de mon âge, qui commençaient à avoir des trucs un peu bizarres, qui tombaient malades subitement. Donc il y en a un qui est décédé d'un cancer même pas après 3 4 mois. Un autre qui a complètement, fait exploser sa famille du jour au lendemain. Il supportait plus personne, il voulait plus voir ses gosses, il est allé se mettre avec une jeunette, il a vraiment fait exploser sa famille, sa cellule familiale. Un autre qui a fait une très, très grosse dépression, il a même pas vendu son cabinet. C'est-à-dire son cabinet a aujourd'hui, je crois qu'il est toujours fermé avec le matériel dedans. Donc c'est des grosses dépressions, c'est des choses comme ça et moi pendant le covid, je me suis dit: «Quand même, maintenant que moi, aujourd'hui, je vois plus clair, que je m'en sors et que je réalise un peu que ça arrive». J'ai pas pensé que c'était que les dentistes à qui ça arrivait. Je pensais que bon, c'est des périodes de vie. C'est ce que je me suis dit. Donc pendant le covid, j'ai commencé à aider des gens comme ça, bénévolement, les gens de la famille, les cousins, les amis. Ma fille, elle fait des crises d'angoisse, l'autre elle fait Hadi, elle fait le khora. Je me suis dit: «Tiens, je vais voir si je peux aider les gens à faire ça». Et puis après, au fur et à mesure, surtout le covid, on n'avait rien à foutre, on était enfermés, donc on passait tous notre temps sur internet. Et là, je tombe sur une étude, d'abord aux États-Unis, qui disait qu'en fait, les dentistes étaient une profession à risque sur le plan psychologique et que, pratiquement c'est la 1re profession de santé où le taux de suicide est le plus important. Et je me suis dit: «Ah bon? Mais c'est quoi ce truc? Et pourquoi? Bizarre ça». Et que c'était la 2e profession après celle des avocats. Après, une autre étude qui sort en 2020, Conseil de l'ordre, de France, qui parle qui écrit, chirurgien dentiste, le choc. C'est quoi le choc? C'est qu'ils se rendent compte que 54 des dentistes ont au moins eu une fois un épisode de burn-out. Que pratiquement entre 71 et 74 ne trouvent plus de sens à leur métier. Et qu'il y a effectivement 14 à 20 de dentistes qui ont des idées suicidaires. Et que donc c'est vraiment il y a quelque chose avec cette profession. Je dis pas que c'est elle qui fait qu'on devient sain, mais je dis qu'elle exacerbe les fragilités. C'est-à-dire si vous avez une fragilité, si vous manquez de confiance en vous ou si vous avez une fragilité émotionnelle, et on en a tous, eh ben, ça peut exacerber.
Et là, c'est comme si j'avais reçu une gifle. Je me suis dit: «Bon, ben, en fait, ce qui m'arrive, il n'est pas si anormal que ça». Il y a même une étude qui est sortie aux États-Unis, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus. Je la retrouve pas, parce que je me rappelle pas du titre, qui en fait parlait des dentistes, que pratiquement 50 des dentistes à mi-carrière, ils décident de faire autre chose en gardant leur profession, parce que c'est ce que j'ai fait aussi, et ils font tous faillite dans ce qu'ils décident de faire, et comme par hasard, ils font tous de l'alimentation. Alors ils ouvrent des restaurants, ils ouvrent des pizzeries. Ça m'a ça m'a vraiment fait rire. J'ai dit: «Mais c'est un peu ce que j'ai fait moi». Donc il y a quelque chose qui se passe. Ils font tous des projets, mais 50 de la profession. Je trouverai un jour un moyen de retrouver cet article. Donc pour dire qu'il y a quand même, et c'est ce qui m'a donné envie après, de transmettre. Parce que je me suis dit: «Si je peux éviter à des jeunes de faire les erreurs que j'ai faites et ou de tomber dans les pièges dans lesquels on tombe dans notre profession, et ben, je trouve que j'aurais accompli une mission». C'est comme ça que je l'ai vu. Et du coup, comment vous vous êtes fait diagnostiquer par ce burn-out? Comment j'ai ben, c'était pratiquement un autodiagnostic parce que comme je vous l'ai dit, le diagnostic, ça vient quand vous commencez, vous allez au cabinet déjà à reculons, vous devenez très impatient avec vos patients ou avec votre personnel. Vous n'avez plus envie d'entreprendre parce que, ben, voilà, tout vous paraît une montagne. Parce que la fatigue, je pense, dans le burn-out, elle est beaucoup plus mentale et psychologique qu'elle n'est physique. C'est psychologique et c'est mental. Et quel a été le déclic qui a fait en sorte que vous vous êtes dit: «Stop, je dois me sauver»? Bah, le déclic, je pense que je dirais qu'au début, il y avait des signes. La fatigue, je me traînais, j'avais pas envie d'y aller, et cetera. Mais après, j'ai carrément développé une maladie auto-immune et je pense que c'est lié au stress. C'est vraiment le type de maladie liée au stress. Quand j'ai eu ça, je me suis dit: «Bof, c'est pas grave de toute façon, c'est une maladie, si je change mon alimentation, je vais pouvoir m'en sortir donc bof». C'est ce que j'ai fait, j'ai changé mon alimentation et je suis continuée comme avant. Allez, on y va, les cafés, on mange mal, on fait pas de sport, voilà, tout ce qu'il fallait pas faire, je le faisais. Et après, le deuxième déclic, c'est que un jour, j'ai réalisé que je faisais des crises d'angoisse. Mais des crises, c'est pas d'angoisse, des crises de panique. Carrément des crises de panique, je pouvais me retrouver dans un lieu et puis tout d'un coup, bah, la panique: «Mon Dieu, où est-ce qu'elle est la porte? Est-ce que je vais pouvoir sortir?» La panique de la foule, et c'est là où je me suis dit: «Attends, il y a quelque chose, qui tourne pas en rond là. Il faut aller consulter». C'est là où j'ai commencé à consulter, Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le processus de guérison? Le plus difficile, c'est d'accepter sa responsabilité dans ce qui vous arrive. Parce que c'est tellement plus facile de dire: «C'est les De autres». remettre la faute aux Voilà. autres? C'est les autres qui m'ont fait, c'est les autres qui m'ont fait. Donc le plus difficile, parce qu'une fois que vous acceptez que vous êtes responsable de ce qui vous est arrivé, que tout ce que vous avez fait jusque-là, c'était de votre, action, de votre façon de penser, de votre façon de raisonner, mais à ce moment-là, c'est une libération parce que si c'est vous qui l'avez créé, vous allez pouvoir le recréer autrement. Et ça, pour moi, ça a été, long à accepter parce que, ben, voilà, on n'a pas envie d'accepter ça. C'est beaucoup plus facile de mettre la responsabilité sur les autres, je pense. Exactement. Et pourquoi les dentistes ne se rendent pas compte de cette surcharge physique et psychique avant qu'il soit trop tard? Bah, c'est très difficile de répondre à cette question parce que d'abord, ben, déjà, vous avez un premier engagement. D'abord, c'est votre profession, c'est votre gagne-pain, déjà. Ensuite, donc c'est souvent, vous êtes père de famille, mère de famille, donc déjà, vous avez un engagement familial. Vous pouvez pas du jour au lendemain dire: «Bon, voilà, moi, j'exerce plus, je vais faire autre chose», voilà. Il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est une profession, je dirais, où ça n'a où les choses n'arrêtent jamais de progresser, d'évoluer, et cetera.
Donc vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Donc vous êtes toujours à la recherche. Vous faites premier diplôme, deuxième diplôme, première formation, troisième formation, quatrième formation. On a tous fait ça, même si parfois elles ne nous servaient à rien puisqu'on les pratiquait même pas. Ça aussi, c'est quelque chose que j'adresse dans mon accompagnement parce que parfois on fait des formations, on sait même pas pourquoi on les fait. Parfois on achète du matériel, on sait même pas pourquoi on l'achète. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais sur le point d'acheter Nobel Biocare venait de créer le 1er appareil, scanner et cetera, qui nous permettait de faire qui est très à la mode aujourd'hui, la fameuse implantation guidée. Ça coûtait 50 000 € à l'époque. Je me souviens très bien et j'étais là, ils m'ont talonné: «Il faut que tu achètes ça, il faut que tu achètes ça, il faut que tu achètes ça». 50 000 € quand même, c'est beaucoup et tout. Bref, j'appelle un confrère parisien avec lequel que, ben, je m'entendais bien et puis que je connaissais très bien parce qu'on faisait pas mal de formations ensemble et je l'appelle, je lui dis: «Écoute, je sais pas, est-ce que toi tu l'as pris?» Il m'a dit: «Oui, moi je l'ai pris» et je lui ai dit: «Mais voilà, est-ce que tu penses que je devrais le prendre?» Il me dit: «Tu fais combien de cas complets par an?» Je lui dis: «Non, par mois», il me dit. Je lui dis: «Bah, écoute, par mois, non, je peux pas dire que je fasse un cas complet par mois. Je dois en faire peut-être 2, 3 par an». Il me dit: 2, 3 par an et tu il m'a sauvée. Il m'a fait gagner 50 000 € quand j'ai Tu vas raccroché. jamais le J'ai rentabiliser. mais j'aurais jamais rentabilisé et surtout à l'époque, j'étais encore tellement on était tellement pionniers que déjà faire un cas complet sur un plan, il fallait se réveiller de bonne heure parce que le patient, il sort de chez vous, il va demander à un tel, un tel, un tel et tout le monde lui dit: «Quoi? Mais non, ça n'existe pas, c'est pas possible, ça tiendra pas, il faut aller en France, il faut aller en Suisse, il faut aller» donc c'est Ça rend le travail encore plus difficile. ouais, Mais du coup, en exactement. parlant de ça, est-ce que pour vous, être perfectionniste, c'est un moteur ou c'est un poison? Parce qu'à force de chercher à se former, à être parfait, est-ce Ouais. que ça Moi, je n'accélère pas pense ce que processus de burn-out? aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que c'est un poison. Parce que c'est ça, en fait, moi, je pense que ce qui mine le dentiste, c'est ça. Parce que on est formé aussi comme ça. Malheureusement, le perfectionnisme, on nous le rentre dans la tête dès la première année dentaire, en fait. Il faut tailler comme ci, tailler comme ça. Combien de temps vous passez sur un composite? Il faut le polir comme ci. Vous posez une couronne, vous y rêvez pendant une semaine parce qu'elle a un bord distal qui est légèrement courbé. Mais ça nous est tous arrivé. Mais en réalité, le perfectionnisme n'existe pas et pour moi, ça peut donner l'impression d'être un moteur au départ, mais en réalité, c'est un vrai poison. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment toujours se diriger vers l'excellence. Oui, c'est quoi l'excellence, en fait? L'excellence, c'est: je fais du mieux que je peux pour ce patient-là. Moi, par exemple, tous mes cas, je dirais mes plans de traitement au départ, quand je faisais des plans de traitement, ils étaient très américanisés. C'est-à-dire que c'était la perfection ou rien. Et donc, j'avais sur 10 patients, il y en avait 2 qui acceptaient mes plans de traitement. Pourquoi? Parce que les 8 autres, ils disaient: «Mais elle est folle, moi je viens pour un truc, elle veut me refaire toute la bouche». Parce qu'évidemment, tout le monde a des problèmes d'occlusion, tout le monde a des problèmes de courbes qui vont dans tous les sens et beh, parce que j'ai été formée comme ça. C'était vraiment le perfectionnisme. Mais ce que je ne réalisais pas moi, bon, tous mes confrères disaient: «Elle, de toute façon, elle fait du surtraitement». Tu te rends compte? Une dent dévitalisée, elle la couronne. À l'époque, c'était un péché de faire ça. Moi, j'étais la première à le faire et à le préconiser. Tout le monde disait: «Mais bien sûr, elle le fait pour de l'argent». Mais je le fais pas pour de l'argent, parce que je le fais pour au bout d'un an, 2 ans, la dent se casse et je suis obligée d'extraire la dent, de mettre un Un implant. implant. Voilà, donc c'est pas le but. Mais j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, heu, les patients, les 8 autres là, qui n'acceptaient pas mon plan de traitement, ben I finalement, je leur rendais pas service. Mais je me suis dit: «Mais à quoi je sers alors? Moi, si je ne sers qu'aux patients qui viennent pour faire des plans de traitement idéaux, donc je sers à rien». Il faut quand même pouvoir accompagner les gens. C'est un peu le premier but de notre métier. accompagner, Les s'adapter accompagner et s'adapter à notre contexte, exactement. à notre contexte, mais aussi aux besoins du patient. Si le patient avec sa classe 3, avec sa courbe de SPI complètement inversée, il fonctionne, mais pourquoi aller chercher midi à 14h? Ben non, je fais pas. Exactement. Et c'est ça un peu, voilà, je pense que le perfectionnisme peut être un vrai poison, oui. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre Oui. où vous parlez de tout ça. Déjà, comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Comme je vous ai dit, l'idée d'écrire le livre, elle est arrivée après avoir vu ces 2 articles et j'ai commencé déjà par me dire: «Je vais quand même essayer de voir si je peux aider des dentistes».
Moi, j'avais été suivie, pendant 7 8 ans par un coach dentaire qui m'a formée sur la gestion dentaire parce qu'effectivement, on ne sait pas trop, gérer nos cabinets, on ne sait pas gérer notre personnel, on ne sait pas recruter, on ne sait pas faire plein de choses et sauf que ce coach dentaire, en fait, il ne tenait pas compte des individualités de chacun, des tempéraments de chacun. Et donc et d'ailleurs, moi, je pense qu'une i c'était en quelque part il n'était pas lui responsable, parce qu'encore une fois, je suis responsable. C'est moi qui ai décidé de prendre un coach et de suivre ses consignes. Mais en réalité, je pense que c'est ça qui m'a menée au burn-out. Parce que c'était vraiment, encore une fois, être dans la perfection de la gestion, être dans la rentabilité à fond, ne pas prendre de temps pour soi parce que il faut rentabiliser, il faut faire investir, il faut mais qui a dit ça? Et pour qui? Tout le monde n'est pas fait pour ce rythme-là. Tout le monde n'est pas fait pour ce genre de vie. D'accord? Et c'est pour ça que je me suis dit quand même, il y a une demande, il y a un besoin, il y a une demande. Et quand je suis allée, enfin, avec ce coach, on faisait des réunions tous les trimestres. Et donc, je rencontrais, bon, c'était un coach international, donc je rencontrais des dentistes de toutes les contrées, c'est-à-dire français, suisse, espagnol, portugais, etc. Et c'est là, déjà, où j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, Heu, nous étions tous des dentistes, mais il y avait quand même des choses qui étaient liées à ce que nous étions, comme personnes à l'intérieur de nous. Par exemple, comment expliquer que quelqu'un qui est installé en plein 16e arrondissement avec un superbe cabinet, superbe clientèle, et ben, il avait un chiffre d'affaires beaucoup moins important que moi qui étais à Casablanca, qui avait moi un cabinet, qui avait rien de particulier. Bon, maintenant j'ai une clinique. Bon, j'ai aussi créé une clinique il y a quelques, peut-être c'était même la première clinique pluridisciplinaire au Maroc. Ça s'appelait à l'époque le Centre dentaire Avicenne. C'est vrai, j'ai oublié que ça aussi, je suis pionnière dans ça. Mais et là, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit: «Quand même, comment ça se fait qu'on a d'abord des chiffres d'affaires très, très différents?» Que certains confrères, bon, peuvent gagner le triple, ils peuvent gagner des chiffres, assez mirobolants pendant que d'autres sont là à souffrir pour arriver à joindre les 2 bouts. Qu'est-ce qui fait cette différence? Et au début, je croyais que c'était les compétences. Donc j'ai fait comme tous les dentistes, me former, me former, me former, me former. Mais en fait, c'est pas lié à la compétence. Parce que le patient, il vient pas chercher la compétence. Le patient, il vient chercher l'écoute, la prise en charge et que tu lui rends service. C'est tout ce qu'il vient chercher. Mais nous, on pense qu'il vient chercher notre compétence parce que notre amalgame, il est comme ci, notre couronne, elle est comme ça. Donc, c'est ce qui m'a donné un peu envie d'écrire le livre, c'est un peu tout ça. Je me suis dit: «Il y a quand même» moi, j'aimerais bien, à 30 ans, j'aurais bien aimé qu'on me donne ces insides, je veux dire en anglais, enfin tous ces comment dire en français? Heu, Sans devoir passer par toutes ces difficultés voilà, pour s'en sans rendre avoir compte. à passer par toutes ces difficultés et cetera. Comment les éviter, en fait? Et du coup, pour vous, ce livre, est-ce que c'est un guide, c'est une thérapie, vous le nommez comment? Non, moi, c'est d'abord un partage. C'est le partage avec, toute humilité, voilà, je raconte un petit peu mon parcours, mais très brièvement, parce que le but, c'est pas de venir raconter mon C'est un parcours. témoignage? Tout le monde sait voilà, c'est un témoignage déjà et aussi à travers ce témoignage, je raconte un petit peu, ben, tous les aléas de notre profession et comment y faire face et comment s'en sortir. Donc je dirais, c'est à la fois, un guide, c'est un partage, mais c'est aussi un guide. C'est certainement pas une thérapie évidemment parce que c'est pas du tout le but, ni j'en ai pas la compétence non plus, mais c'est essentiellement, voilà, comme un guide qu'on pourrait utiliser au cours de sa Est-ce que vie c'est professionnelle. possible de nous en parler un peu plus des détails de ce livre? Ben, dans ce livre, j'adresse un peu, ben, tout ce qui, dans notre profession, fait que ça nous met de la pression. En fait, c'est un peu ça. J'ai appelé ça les douleurs des dentistes. En fait, les douleurs des dentistes, elles sont multiples. D'abord, c'est un métier difficile, il faut le dire. C'est un métier physique. C'est un métier qui demande des investissements quand même assez coûteux. C'est un métier où on a affaire énormément aux émotions des gens, que ce soit les émotions des patients, que ce soit celles de notre équipe.
Donc si nous-mêmes, nos émotions ne sont pas contrôlées, ne sont pas gérées, ne sont pas comprises, je trouve que c'est très difficile, d'accompagner les autres. Parce qu'on fait de l'accompagnement avec nos patients. Nos patients, quand ils viennent, qu'ils ont des problèmes sur leurs dents de devant, bah, très souvent, il y a une mauvaise estime de soi derrière. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur redonne de l'estime de soi. Il faut quand même appeler un chat un chat. Pareil, quand ils mastiquent plus, et cetera, ben, c'est des gens qui se sentent quand même mal dans leur peau. Donc on leur redonne tout ça. Donc il y a les difficultés liées à la profession elle-même, il y a ça. Et il y a je dirais les difficultés liées à la perception de la profession par les gens à l'extérieur. D'abord, c'est une profession qui est vécue comme je dirais, une machine à cash. Les gens pensent qu'on est une machine à cash. D'ailleurs, moi, je me rappellerai toujours, quand j'ai ouvert la première clinique dentaire au Maroc, qui s'appelait le Centre dentaire Avicenne, j'avais fait un pot à l'époque, où j'avais invité une centaine de personnes, dont les enseignants et tout. Et il y avait un homme d'affaires, bon, qui se trouvait qu'on connaissait, c'est un copain à mon mari, qui est venu assister juste comment dire, à l'ouverture, voilà. Et il a dit, en rentrant, il regarde et il dit: «Mais c'est une véritable machine à cash ça». Parce que moi, à l'époque, quand j'avais fait cette clinique, il y avait à la fois la partie clinique, il y avait une partie formation quand même sur 200 mètres carrés, puisqu'on faisait des chirurgies en direct et tout ça. Il y avait un laboratoire de prothèses, mais il y avait aussi une boîte, j'avais créé une boîte pour importer tout ce qui n'existait pas. Parce que vous, aujourd'hui, les jeunes, vous avez des gants, vous avez des casaques. Nous, on n'avait rien, mais vraiment rien. Donc, Fallait j'importais tout. importer, Il fallait tout importer. ouais. Donc, j'importais tout ça. J'importais les gants, j'importais les blouses, j'importais. Il n'y avait même pas de gants. J'importais les blouses, j'importais tout ce il y avait rapport à la chirurgie, quoi. Et les implants dentaires aussi, bien sûr. OK. Et vous proposez également un accompagnement pour les dentistes. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez dans ce genre de formation accompagnement? Alors en fait, c'est un accompagnement, que je fais qui est sur 9 mois, où on a une plateforme de formation et cette plateforme de formation, elle est accessible, donc c'est des choses que vous pouvez faire en ligne et cetera. Dans cette plateforme, j'adresse 3 volets. J'adresse le premier volet qui est un volet purement dentaire, où là, je vais expliquer un peu, au dentiste. Bon, déjà, il faut que lui fasse le diagnostic de son cabinet, de ses difficultés, parce que je demande un diagnostic physique, professionnel, mais aussi un diagnostic de la personne. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses difficultés? Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il n'aime pas faire? Moi, je pourrais jamais faire de l'orthodontie et être là à faire des ligatures. Il faut aimer. Je pourrais encore moins faire de l'endodontie, voilà. Mais pourtant, il y a des gens qui adorent faire de l'endodontie, des gens voilà, donc on est quand même différents. Il faut accepter les choses. Donc il y a un premier volet dentaire où il y a ça, mais vous avez aussi dans ce volet-là plusieurs rubriques. C'est-à-dire vous allez avoir la formation des assistantes, comment faire des plateaux dans les différents types d'actes. Je sais pas, moi je vous dis ce dont je me souviens. Vous avez comment recruter, vous avez comment faire du marketing interne dans vos cabinets, comment parler. Vous avez le chemin, comment devrait se passer le chemin, ou comment dire, comment appeler ça, disons toute l'expérience du patient, l'expérience patient à partir du premier coup de fil jusqu'à ce qu'il arrive. Comment former vos assistantes pour mieux parler à vos patients. Il y a vraiment de tout dans la partie dentaire. Après, j'ai une partie sur le mindset. La partie sur le mindset, celle-là, c'est en fait, c'est vraiment, expliquer qu'en fait, on est responsable de qui on est responsable de ce qu'on fait et on est responsable de nos résultats. Nos résultats sont, le résultat, bah, de ce qu'on croit sur nous, de ce qu'on se croit capable de faire, de ce qu'on se croit capable les autres de faire et cetera. Donc c'est quand même, je demande carrément un changement de paradigme aux gens et je donne des exercices à faire, la plateforme est assez bien faite puisque j'ai des polycopes que vous pouvez télécharger et cetera. Donc ça, c'est la partie mindset. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine de modules, où vous apprenez un peu à changer votre mindset et la dernière, le 3e volet, c'est sur le leadership. Parce que, je pense que, voilà, si vous manquez de leadership et le leadership, c'est quoi en fait? Le leadership, c'est d'abord savoir poser un cadre.
et le respecter. C'est quoi poser un cadre? Eh ben, votre assistante, si elle doit faire ceci, ceci et cela, elle ne peut pas faire ceci, ceci et cela aussi. Donc voilà, il faut fixer des tâches, après ne pas être étonné. Si vous ne lui dites pas qu'est-ce qu'elle doit faire, ben vous ne pouvez pas après réclamer d'elle des choses. Ouais. Donc, savoir poser un cadre pour lui déjà et le respecter, pour ses employés et le respecter, et pour ses patients. Mais si vous n'imposez pas un cadre, ben vous vous faites déborder par vos patients. Il y a des patients, ils peuvent vous dire: «Ah ben oui, mais moi ceci, j'ai mal là». Ils peuvent vous faire venir à 10 heures du soir, ils peuvent vous envoyer un message le week-end. «Non, je suis désolé, moi le week-end je travaille pas». Ce genre de choses, donc savoir poser un cadre. Ça, c'est je trouve que c'est le 1er rôle d'un leader. Ensuite, il faut savoir gérer ses émotions. Et ça, c'est pour moi, pour un dentiste, c'est vraiment le minimum. C'est beaucoup, c'est de loin le premier minimum avant d'aller faire des formations, sur les implants, sur ceci ou cela. Et d'ailleurs, combien d'entre nous, on a fait des formations qu'on a payées très cher parfois, même on est allé à l'extérieur, on a payé les hôtels, on a payé les avions et tout ça, pour ensuite ne jamais la mettre en pratique. Pourquoi? Mais parce qu'on a des peurs, par exemple, ou on n'a même pas les patients pour, parce que voilà, c'est une technique qui est trop délicate, pas assez connue, et cetera. Un leader doit savoir bien communiquer et savoir, bien communiquer, mais ça veut dire aussi, être clair, par exemple, je vois des confrères qui font des plans de traitement, mais comme ils n'ont pas confiance en eux, et ben, ils doutent. Commencent par dire: «Je vais extraire là, ah ben non, finalement, je vais la sauver. Ah ben non, finalement, ceci. Ah ben, ben non, tu dois être sûr de toi, et si tu manques d'assurance, tu dois aller travailler ton assurance». Voilà, tu vois? C'est moi, par exemple, quand je fais mes master parce que je fais des masterclass au cours de cette formation, je suis pas sûre de garder les masterclass, mais je vais voir. En général, je fais 3 masterclass par mois. Et soit je développe un thème qui est déjà dans la plateforme, soit je vais commencer à donner des exemples, précis de ce qui nous arrive dans nos cabinets. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un patient, soit qui m'a manqué de respect, soit je me suis trompée, par exemple, au niveau d'un plan de traitement, comment rectifier le tir. Hem, il y a plein de choses qui peuvent se produire. Par exemple, je ne sais pas me faire payer à ma juste valeur, ça aussi, c'est quelque chose que j'adresse. Comment fixez-vous votre valeur? Comment fixez-vous votre coût au niveau du cabinet? Moi, quand j'ai eu le coach, et la première question qu'il m'a posée, il m'a dit: «Combien ça te coûte de l'heure ton cabinet?» J'ai regardé, j'ai dit: Je sais pas. Mais de quoi il parle lui?» Je savais même pas de quoi il parle. Il me dit: «Mais je comprends». Il m'a dit: «Mais tu sais combien tu rentres, combien tu sors?» Je dis: «Non, mais j'ai un comptable». Il me dit: «Mais ça n'a rien à voir avec avoir un comptable. Est-ce que tu connais tes chiffres?» J'ai dit: «Mais quels chiffres?» Et il m'a dit: «Mais tes chiffres, les chiffres, c'est qu'est-ce que tu rentres, qu'est-ce que tu sors et quels sont les frais fixes, quels sont les frais». Je connaissais rien de tout ça. Je connaissais pas. Donc tout ça, c'est des choses que je leur apprends, et je me rends compte parce que nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Aujourd'hui, vous faites tous la même chose. Tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire qu'on se base sur le prix que font les autres. Alors lui, il fait une couronne à 3 000, moi aussi je vais la faire à 3 000. Lui, il la fait à 4 000, même si, très souvent, vous n'avez absolument pas les mêmes coûts. Il y Les en a mêmes un qui cours. loue, l'autre qui est en leasing, l'autre qui mais c'est pas comme ça qu'on fait un prix. Vous croyez que les entrepreneurs, ils font la même chose? Pourtant, il y a plusieurs entreprises qui font de la chaussette, il y a plusieurs entreprises qui font du lait, il y a plus ils n'ont pas forcément les mêmes prix, et encore, on peut même pas se comparer à eux parce que eux, c'est des produits, nous, c'est nos mains. C'est même pas des produits. C'est une formation, les dentistes doivent faire avant de se former, en parodontie, en implantologie. C'est une formation Mais bien sûr, mais initiale, moi c'est c'est ce c'est très ce c'est ce que important. moi c'est ce que je dis. J'ai eu, sur LinkedIn, une dame, une dentiste qui est en fin de carrière et qui m'a dit, «Bah, écoutez, j'y ai pas pensé», parce que pour moi, c'était pour les dentistes qui avaient déjà, une dizaine d'années d'exercice, entre 7 et 10 ans d'exercice, parce que je me suis dit: «Ils sont plus capables d'être, ils sont déjà passés par des petites choses, ils sont capables de comprendre». Mais cette, consoeur, elle m'a dit: «C'est un livre que j'ai offert à ma fille qui vient de finir ses études, dentaires et qui va venir travailler avec moi, et je trouve que c'est important qu'elle le lise». Et là, je me suis dit: «Ben, c'est vrai, peut-être quand on le sait à l'avance, on Et là peut». là, on se lance à ouvrir des un Le livre?
Alors voilà le livre en question. Dentiste, Alors cessez de son titre, survivre. c'est «Dentiste, cessez de survivre, osez l'abondance et L'épanouissement. l'épanouissement». Parce que je trouve que la plupart d'entre nous, on est un peu en survie. Pas forcément sur le plan matériel seulement, parce que c'est comme ça que le titre est parfois interprété, mais on est en survie physique, on est en survie psychologique, émotionnelle. On n'a pas besoin de ça. On peut très, très bien faire notre métier complètement différemment. Il faut toujours, trouver un équilibre. Oui. D'ailleurs, comment on peut se procurer le livre? Alors le livre, il y a une librairie en ligne qui le vend au Maroc, donc il y a un lien. Je peux donner le lien. Mmh. Sinon pour, ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez l'acheter sur Amazon, Amazon? OK. amazon.fr, oui. Alors, docteur, on a bien parlé de la difficulté du métier et comment vous faites pour trouver cet équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle? Bah, moi je dirais, je l'avais pas avant. C'est ce qui m'a fait venir au burn-out d'ailleurs. C'est ça un peu l'objet aussi de mon livre, c'est ça aussi l'objet de mon accompagnement, c'est d'éviter aux gens d'en arriver là. Parce que justement, on s'oublie dans l'histoire et la première chose déjà à faire, c'est poser ses limites, savoir dire non. Mais savoir dire non, pas seulement dans sa vie professionnelle, mais même dans sa vie personnelle. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne sait pas le faire. Donc c'est la première chose, c'est poser ses limites. Deuxième chose, c'est écouter son corps. Notre corps, c'est vraiment notre premier allié. Quand il est fatigué, il est fatigué. Quand il est surmené, il est surmené. Voilà, et puis bon, avoir une vie équilibrée, bon ça c'est une vérité de la palisse, mais quand même, nous sommes des professionnels de la santé, donc c'est hyper important de s'occuper de son corps, de faire du sport, c'est une vérité de la palisse, de manger sainement, mais aussi de s'occuper de son état d'esprit, de son esprit en quelque sorte. D'accord. C'est-à-dire là aussi j'insiste beaucoup sur, l'autocritique, le jugement, la petite voix à l'intérieur qui est là en train de parler. Mais je veux dire, tout ça, c'est des choses qui nous minent. Comme si on avait toujours ici, quelqu'un qui nous observait, qui nous jugeait, «Regarde ta couronne, elle est de travers, regarde ton empreinte». Encore là, vous avez de la chance, vous avez des empreintes numériques, mais nous avec des empreintes classiques, on en a bavé. Alors docteur, pour bien finir ce podcast, si vous avez à donner un conseil ou des conseils à nos confrères, ça serait lequel ou lesquels? Si j'ai un seul conseil, c'est découvrez qui vous êtes et respectez-vous. Parce que tous les problèmes viennent de ce qu'on ne se connaît pas. On connaît pas nos problèmes, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment y remédier et donc du coup, ben, voilà, on vit notre vie de dentiste avec nos problèmes personnels et d'ailleurs dans mon Exactement. livre, je parle de leadership personnel et professionnel et je trouve que l'un ne va pas sans l'autre, que vous ne pouvez pas avoir de leadership professionnel si vous n'avez pas un Sans le leadership personnel. personnel. C'est impossible, vous pouvez pas. Exactement. Alors, docteur, merci beaucoup déjà. Mmh, C'est moi qui vous remercie. merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur de partager ce petit moment avec vous Merci beaucoup, merci. et inch'Allah, ça sera pas la dernière fois, inch'Allah. Avec plaisir, quand vous voulez. Alors, les amis, merci beaucoup pour votre visionnage et inch'Allah, au prochain podcast.